Je pense que les visiteurs vont être, je crois, surpris d'abord par la diversité des œuvres qui sont présentées. L'exposition donc suit un parcours chronologique du XVIIe siècle au début du XXe siècle, mais au-delà, nous avons voulu montrer la constitution d'une identité culturelle européenne avec donc tout type d'œuvres, des costumes, des photographies, des sculptures, des peintures, des dessins, des relevés d'architecture. Voilà, donc c'est finalement toute la culture grecque moderne qui s'offre à nous. Le prétexte était le bicentenaire de la révolution grecque d'indépendance, fêté le 25 mars donc de l'année 1821. Alors comment expliquer, mettre en perspective un phénomène lié finalement aux premières décennies du 19e siècle. C'est intéressant de constater qu'à Athènes même, il y a une grande exposition en 1821 et qu'ils ont choisi d'autres dates, donc 50 ans avant et 50 ans après. Donc à la fois pour mettre en perspective cela. Alors nous avons pris un parti pris franco-grec, c'est-à-dire de suivre comme fil conducteur les relations entre la France et la Grèce dans la constitution de l'identité grecque moderne. C'est la raison pour laquelle on commence en 1675. Pourquoi? Parce que c'est l'envoi d'une ambassade. Louis XIV envoie un ambassadeur, le marquis de Nointel, donc auprès de la Sublime Porte, donc dans l'Empire ottoman. Son objectif c'est d'atteindre bien entendu Constantinople, Istanbul, mais il fait un arrêt en 1675 à Athènes. Donc c'est la raison pour laquelle l'exposition à Paris commence à la fin du XVIIe siècle pour voir finalement ce qu'est ces régions qui forment actuellement la Grèce et qui sont une province de l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle. Et puis nous avons finalement décidé de nous arrêter en 1919. Pourquoi 1919? Parce que là il y a un autre phénomène. Après la Première Guerre mondiale, les Grecs sont du côté des vainqueurs et le Premier ministre grec, Venizelos, négocie à Paris en 1919 de nouveaux traités pour reconnaître l'agrandissement de la Grèce. Et c'est un moment aussi où des artistes grecs exposent à Paris. Et donc un peu en miroir, 1675, nous suivons des Français en Grèce et en 1919, des Grecs à Paris. Et finalement, ça nous permet comme ça d'esquisser une trame chronologique entre la fin du XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Un nouvel État-nation est né, c'est la Grèce. Alors, ce que nous savons côté français de l'Empire ottoman, il faut imaginer, l'Empire ottoman a été à la fois un adversaire et un allié des Français, puisque la France a été cette puissance chrétienne qui a osé, à l'époque de François Ier, donc conclure un traité d'alliance avec ce qu'on appelait le Grand Turc. Donc, ce qui fait que les relations diplomatiques sont régulières entre l'Empire ottoman et la France. Et donc là, on suit l'ambassadeur envoyé par Louis XIV. Cet ambassadeur, le marquis de Nointel, donc, a voulu donner un certain faste à son ambassade, donc il s'est entouré d'artistes, plusieurs peintres et dessinateurs l'accompagnent, un peintre qui s'appelait Carré, un autre qui s'appelle Arnoux de Vuez, à laquelle est consacrée d'ailleurs une exposition actuellement dans le nord de la France, et il est accompagné également de diplomates, bien entendu, de spécialistes de littérature, dont Antoine Galland, le célèbre traducteur des Mille et une nuits. Et cette ambassade, elle s'arrête à Athènes, ce qui n'est pas le cas de toutes les ambassades, et grâce à cela, donc, il commande des tableaux. Il y a un énorme tableau de la ville de Chartres qui est exposé depuis plus de 60 ans en Grèce, qui montre cette ambassade. Donc vous voyez un peu la volonté solennelle de mettre en œuvre cela, et puis il collecte des antiquités. Donc c'est à ce marquis de Nointel qu'on doit la première collection d'antiquités de Grèce. C'est intéressant de constater, nous les présentons dans l'exposition, que ce sont essentiellement des inscriptions, puisque c'est l'époque où on cherche encore et toujours à comprendre et à établir l'histoire de la civilisation grecque antique. Et donc c'est par les textes, on parle d'archéologie philologique, donc il s'agit d'abord d'écrire cette histoire. Alors cette collection, elle est passée dans les collections du roi et ensuite donc saisie à la Révolution, au musée des Monuments français, puis au musée du Louvre au début du 19e siècle. Donc pour la première fois, on présente un peu cette collection d'antiquités du marquis de Nointel. Donc très tôt, dès la fin du XVIIe siècle, des antiquités grecques arrivent donc en France. Et il faut savoir que c'est aussi donc aux peintres
aux dessinateurs qui ont accompagné le marquis de Nointel qu'on doit un document exceptionnel pour l'histoire de l'archéologie grecque, qui est exposé ici, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, qui sont donc un recueil de dessins faits par un des dessinateurs, alors qu'on appelle l'anonyme de Nointel, on ne sait pas si c'est Carré ou c'est Arnaud de Vuez, représentant donc le Parthénon. Or nous sommes en 1674-1675 et plus de 10 ans après, en 1687, le Parthénon va exploser au cours d'une guerre entre les Vénitiens et les Ottomans. Donc ce sont de très rares dessins de l'état des décors du Parthénon avant cette explosion, et donc avant la ruine du Parthénon. Aujourd'hui, c'est une source fondamentale donc de la connaissance du Parthénon avant son explosion. Alors, le deuxième ambassadeur qu'on peut suivre, un siècle après le marquis de Nointel, c'est le comte de Choiseul-Gouffier, donc, qui est envoyé comme ambassadeur par Louis XVI. Donc ça nous permet aussi d'avoir presque une photographie, si j'ose m'exprimer ainsi, de la Grèce à l'époque ottomane, à la fin du XVIIIe siècle. Alors Choiseul, en fait, avait déjà fait le voyage en Grèce dans les années 1780. Il a d'ailleurs publié un ouvrage, Le Voyage en Grèce, en 1782, et c'est un des premiers philhellènes. C'est-à-dire qu'il regrette que la Grèce ne soit pas une nation européenne indépendante, et il est un des premiers, à la fin du XVIIIe siècle, à appeler son gouvernement, le gouvernement de Louis XVI, à aider donc, la Grèce à donc, se libérer de l'occupation ottomane. Alors, il est à la suite de, de ce manifeste, qui est publié à Paris en 1782, il est appelé comme ambassadeur auprès de la Sublime Porte. En allant vers Istanbul, il s'arrête à Athènes en 1788-1789. On est au tout début de la Révolution, et il est accompagné d'un personnage qui s'appelle Louis-Sébastien Fauvel, qui est dessinateur, qui va devenir archéologue, et qui va rester, lui, à Athènes pendant cette période, frappé par la Révolution, parce que du coup le comte de Choiseul-Gouffier est considéré comme émigré en exil, et donc en 1792, donc, il est obligé de fuir en Russie, mais Fauvel, lui, reste à Athènes. Il va même être nommé sous l'Empire consul général de France à Athènes. Et c'est à ces deux hommes, le comte de Choiseul-Gouffier et Louis-Sébastien Fauvel, qu'on doit aussi l'exploration de l'Acropole. Donc les Français sont les premiers à fouiller sur l'Acropole. Alors il faut imaginer ce qu'est l'Acropole à la fin du XVIIIe siècle. C'est une forteresse ottomane, inaccessible, qu'on ne visite pas, puisqu'il y a à la fois le gouverneur ottoman qui y siège, et puis, depuis l'explosion de 1687 à laquelle je faisais allusion, donc le Parthénon est en ruine, et à l'intérieur a été installée d'ailleurs une petite mosquée. Et donc dans ce lieu de plus ou moins en ruine, Fauvel fait les premières fouilles, et il obtient le droit de faire mouler l'ensemble du décor du monument. Donc la France est le premier pays européen donc, à montrer donc, par le moulage, et on montre une de ces métopes du Parthénon moulé par Fauvel, et dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, donc Paris et le musée du Louvre notamment, avec son atelier de moulage, diffusent un peu partout dans le monde donc ces images en 3 dimensions que sont ces moulages du décor du Parthénon. Il faut savoir que les marbres du Parthénon enlevés par Lord Elgin arrivent au British Museum en 1816. Donc on est presque 20 ans avant la connaissance que les Anglais vont permettre de ces monuments. Et Fauvel a obtenu l'autorisation d'emporter ce qu'il trouve au sol. Et donc à cause de l'explosion de 1687, il trouve la 10e métope au sud du Parthénon, et un fragment donc de la frise est, qui sont donc envoyés à Marseille avec la collection de Choiseul-Gouffier. Comme Choiseul-Gouffier est considéré comme un émigré, sa collection est saisie donc à Marseille en 1792, et donc les œuvres arrivent à Paris. Et donc là aussi, le musée du Louvre, donc bientôt musée Napoléon, en 1800, la Galerie des Antiques est le premier musée au monde à présenter des originaux du Parthénon, et vous savez que ces 2 fragments sont toujours dans les collections du Louvre.